Une injonction institutionnelle forte. Bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier 2 qui va porter sur pas énormément technique et pédagogique. Je pense que je suis votre modérateur. Vous, je ne sais pas, lui, je suis. Je travaille à l'Université de Lyon 1, je m'appelle Christophe Battier, on m'a demandé de venir vous modérer. Donc on va commencer cette matinée, cet atelier avec Marcel. Je vais vous présenter la deuxième étude qu'on a fait ensemble pendant 3 ans sur qui s'appelle Tissu. Il va présenter l'étude. Marcel, je vous laisse la parole pour exactement 20 minutes. Je vais très strict sur. Non, 20 minutes. C'était une demi-heure. On nous a vendu une demi-heure. C'est pas 20 minutes de présentation et de questions. Ouais, arrête de dire. Ça commence. Bien. Voilà, donc Christophe l'a dit, c'est Marcel Lebrun de l'UCL. Vous voyez qu'il y a des tas d'autres noms parce que ce que je vais vous relater brièvement, c'est une recherche européenne. Christophe en faisait partie, voilà, il est le deuxième là. Et qui portait une recherche qui portait sur les dispositifs hybrides. Alors, qu'est-ce que c'est? Les dispositifs hybrides, la définition générale, ce sont des dispositifs de formation, on veut dire un cours complet, une séance, dans lesquels on va alterner des activités en présence et en distance. Vous avez entendu parler des flipped classrooms, des classes inversées, où on demande aux étudiants de lire un texte et on fait un débat en classe, etc., etc. On rentre dans cette catégorie-là. Alors, pourquoi j'en parle aujourd'hui dans une session sur l'accompagnement technopédagogique? C'est parce que si on me demandait là maintenant, je n'ai pas le temps de débattre, mais quel sera l'avenir de demain? C'est certainement un enseignement qui va nous forcer quelque part à revoir les espaces et les temps de la formation. Et une fois que j'ai dit ça, on arrive dans des dispositifs qui revoient cela. Alors, nous avons donc analysé ça pendant, je disais que 36 mois, mais c'est en fait 30 mois. C'est un programme européen. On avait une volonté express, croyez-moi bien, dans ce domaine, étude des dispositifs. On est souvent dans des enquêtes de satisfaction auprès des étudiants, comme on fait dans les écoles, pour l'évaluation de l'enseignement, etc., etc. On voulait sortir de là. On avait déjà des études exploratoires qui avaient été faites par mon collègue Daniel Perralia de Genève et par moi-même à Louvain. Projet extrêmement ambitieux parce que une fois qu'on a dit mélanger l'espace et le temps, l'enseignement à présence et à distance, l'hybridation, l'hybridation, elle peut aller de quelques pourcents à 100%. 100%, c'est l'enseignement à distance pur et dur. 0%, c'est l'enseignement où tout se fait en présence. Donc, c'est très, très ambitieux. Alors, les objectifs de la recherche, c'est produire une typologie. Je pense que cette typologie permet de donner un panorama des différents types de dispositifs parce que je crois que l'enseignant de demain sera certainement, je pèse mes mots et je le dis fortement, plus un designer pédagogique qui va travailler sur les espaces et les temps qu'un simple transmetteur. J'ai dit en d'autres lieux, pensez-vous que l'enseignement transmissif que nous connaissons dans les amphis va disparaître? Je ne sais pas dans combien de temps, mais ma réponse est oui. Point. On n'aime pas, on aime bien, ça ne fait rien. Quand je vois maintenant les MOOC, les cours qui se font parfaitement à distance, qui sont accessibles gratuitement, le gros problème, c'est que les enseignants me disent « Enfin, monsieur Lebrun, c'est quand même une réduction très forte de l'enseignement. Arrêtez l'hypocrisie. Regardez par l'œil tord dans un amphi, c'est ça que vous voyez au cinéma. » D'accord? Et donc, je pense réellement que ce nouveau métier de designer, qui sera plus proche de l'étudiant, finalement, on n'est pas dire on va mettre l'étudiant à distance, etc. Une typologie, et alors, évidemment, une fois qu'on a la typologie, c'est-à-dire les types de dispositifs, regarder les effets sur l'apprentissage des étudiants, sur le développement professionnel des enseignants et sur les organisations. Quelles sont les conditions, quelles sont les contraintes liées à des facteurs organisationnels.
Alors, on a utilisé des méthodologies mixtes, c'est-à-dire que bien sûr que oui, il y a eu des enquêtes, on a travaillé avec des pourcentages, des analyses en composants, enfin des trucs pas croyables, mais on a aussi travaillé du qualitatif en allant interviewer certains professeurs représentatifs d'un type ou d'une catégorie dont j'ai parlé. La première étude, c'était mettre en place la typologie, quels sont les types de dispositifs. La deuxième étude, on a validé dans un autre échantillon de typologie. Et l'étude qu'on a appelée élargie, c'était mesurer les effets de tels dispositifs sur l'apprentissage, le développement et l'organisation. La première étude visant à mettre en place une typologie s'est basée sur une échelle, écoutez-moi bien, de 148 items. Ça faisait 4 pages. Hein. Les interactions se passent comme ça, les ressources sont de nature multimédia, etc. Qui parlait surtout, c'est 148 items, de l'articulation présence-distance, comment ça se passe, de la médiatisation, grosso modo, les ressources véhiculées par des médias, la médiation pédagogique entre les différents acteurs, les accompagnements techniques, méthodologiques et métacognitifs, et l'ouverture, c'est-à-dire, est-ce que le cours fait la place à des agents extérieurs, à des ressources externes, etc. etc. Alors, grosso modo, pour que vous soyez vite plongé dans le sujet, voilà un petit peu ce que ça donne pour un dispositif donné. Vous voyez, extrait des 148 items, 14 composantes principales, je parle en termes statistiques, ont été dégagées. Et sur ces 14 composantes, nous avons dégagé 6 types de dispositifs. En voici un. Alors, on n'a pas le temps de lire tout ça, mais on voit que dans ce dispositif, par rapport à la moyenne sur les dispositifs, on utilise beaucoup d'outils synchrones, donc des outils de conversation en temps réel, si vous voulez. Il y a beaucoup d'objectifs de type réflexif relationnel. On a des outils d'aide à l'apprentissage et des ressources sous forme multimédia. Vous voyez, 148 items, 14 composantes, 6 types. Ça s'appelle des analyses par composante principale, par cluster, c'est-à-dire on fait des groupes dans lesquels les caractéristiques sont les moins possibles différentes, mais les plus possibles différentes avec un autre type. Ok. Dans l'étude pilote, nous avons travaillé évidemment avec ces 14 composantes. Ce n'était pas jouable de continuer à faire des enquêtes où on demandait aux enseignants de répondre à 148 items. Et donc nous avons utilisé les 14 composantes pour passer de 148 items à 14 items qui permettaient de... Mais on a dû tester si cette réduction, qui est quand même terrible, hein, on passe de 100% à 10%, de 148 à 14, tenait la route. Alors, elle tenait la route, et donc je vous présente très rapidement des éléments seulement, hein. Je vous donnerai les références, cette étude est largement publiée. 6 types de dispositifs, dont 3 centrés sur l'enseignement. Alors, le premier, on l'a appelé la scène. Je ne sais pas si vous voyez pourquoi. Ben, la scène, c'est ce que je fais maintenant, d'accord ? Le prof est sur l'estrade et il est en train de faire son concert, son récital. Hein. L'écran, le professeur commence à utiliser des ressources type vidéo, multimédia, bref, des ressources numériques. Et le 3, ben, le professeur commence à utiliser des plateformes et nous l'imaginions un peu aux commandes de son cockpit. J'ouvre un groupe par là, j'envoie une annonce aux étudiants, mais enfin, il reste quand même le pilote à bord de la gestion de ce dispositif sur une plateforme. Centration sur l'enseignant, participation active des étudiants quand même très très peu fréquente, une approche qui reste orientée contenu, et pas de scénarisation d'activités distantes étaient 3 caractéristiques. 6 types, 3 configurations enseignantes et 3 configurations centrées apprentissage. Première configuration, l'équipage. Le professeur est un coach sur le bateau et il dit, toi, tu dois hisser la grand voile, tiens, toi, tire un peu plus sur telle dérive, etc., etc. Il fait faire les étudiants, mais il est là pour coacher, comme on dit, accompagner. Le métro.
Le professeur a fait des parcours personnalisés. Hein, ceux qui utilisent les plateformes, ben, il y a les parcours pédagogiques. On est dans certaines formes d'enseignement programmé. Il faut d'abord aller à ceci, et puis tu vas à ça. Mais quelque part, l'enseignant est le gestionnaire du réseau. Mais l'activité est menée quand même fortement par l'étudiant. Et le troisième, le troisième de cette catégorie, le sixième, donc, on ne savait pas très bien le classer, on a dit l'écosystème. Toutes les dimensions étaient saturées, il y avait des mélanges de présence-distance, des ressources multimédia, de l'accompagnement technique, méthodologique, etc., etc. Le tout premier, souvenez-vous, la scène, ça évidemment c'est off, hein, c'est pas dans l'article, nous l'appelions entre nous Le minimum syndical. Le minimum syndical, ça va. Et celui-ci évidemment, là c'est la totale, le designer pédagogique tout fou de pédagogie, de faire des expériences avec ses élèves, etc. Voilà pour ces différentes configurations. Nous sommes passés à l'étude 2, là où on travaillait, comme je l'ai dit, sur les composantes, et nous commencions à mesurer les trois effets, apprentissage, développement et institution. Je vais passer ces points qui demanderaient beaucoup trop, mais ils permettent de dire par rapport aux différentes composantes, quelle est l'intensité de ces composantes en fonction des cités. C'est très proche des diagrammes radar que je vous rappelle ici. La scène, minimum syndical, toutes les composantes sont raccrochées à pas grand-chose. Le 2, j'avais dit l'écran, ben vous voyez la forte prégnance des ressources multimédia. La 3, on travaille sur l'accompagnement, les outils synchrones, etc. La 4, on commence à développer fortement l'accompagnement et les outils de soutien à l'apprentissage, etc., etc. Jusque le 6, voyez-vous, qui sature avec quelques petits renforcements sur des paramètres d'ouverture à des ressources externes ou à des agents externes dans l'enseignement. Premier type d'effet, on pourrait dire, et les effets sur l'apprentissage. Alors là, nous avions demandé aux enseignants de pouvoir interroger sur le dispositif dont ils nous parlaient ces étudiants. Parce que nous suspections, on est quand même assez mal tombé parfois, que les enseignants disaient, évidemment, on veut développer l'esprit critique, la collaboration, tout ça. C'est très important, le directeur de l'école l'a dit, mais que les étudiants, de l'autre côté, ils ne voient rien. C'est pas vrai. C'est pas vrai, généralement, les différents types, c'est-à-dire les déclarations des enseignants, collaient. Donc, on supposait quand même des effets différenciés sur l'apprentissage en fonction des types, c'était évident. Et donc, par exemple, ici, ben, vous avez ce type 2 avec quand même un pic là, vers les ressources multimédia et curieusement, l'accompagnement métacognitif. Le professeur met des multimédias, mais il travaille avec sur les élèves, sur ce qu'ils ont appris, comment est-ce qu'ils ont appris, etc., etc. Le type 4 en est un autre. Alors, pour travailler les effets sur l'apprentissage, mes chers collègues ont trouvé intéressant d'utiliser un modèle que j'ai développé il y a une quinzaine d'années et qui permettait d'attirer l'attention sur certains facteurs d'apprentissage. Les éléments de motivation, le sentiment de compétence, enfin, pour l'envie, vous connaissez, les ressources internes et externes qui sont invoquées, les véritables activités de l'étudiant, je ne parle pas du prof qui s'agite, les éléments de production. Marianne a parlé du portfolio, qu'il fallait donner des objets prouvant la compétence acquise. Je dis souvent le chef-d'œuvre, et les éléments d'interaction. Alors, en fonction des types, et ici, nous avons des études beaucoup plus détaillées. Hein. Effectivement, effet sur la motivation, on n'a pas dit aux étudiants, êtes-vous motivés? Non, c'était décomposé en valeur de la tâche, sentiment de compétence, perception du contrôle, sentiment d'efficacité, enfin, des choses comme ça. Alors, les résultats, je vais très rapidement, mais vous comprendrez, je crois, très vite. Vous avez ici nos fameuses cités. Vous avez vu pourquoi ils sont contrastés. Et nous avons mis ici la manière dont les étudiants, oui, répondaient sur le facteur de motivation, les ressources, etc. Eh bien, voilà le résultat moyen sur l'ensemble des facteurs. Vous voyez quand même qu'on passe de 30% à 80%.
ce qui me permet souvent de faire un clin d'œil à certaines recherches où on est obligé de recourir à des clés de Student pour voir s'il y a une différence significative. Je n'en ai pas besoin, d'accord? On passe de 30 plus ou moins 10 à 80 plus ou moins 7 ou quelque chose comme ça. Si on regarde maintenant sur la motivation, sur les ressources, sur les compétences développées, sur l'activité, sur les interactions, sur la production, on a évidemment des tas de choses intéressantes. Il nous reste, parce que cette recherche est finie depuis 1 an et demi maintenant, je crois que enfin, pratiquement, nous sommes toujours en train de dépouiller des résultats. Et par exemple ici, quand on regarde l'effet sur les ressources d'apprentissage, c'est facile, on pourrait faire l'exercice si on a le temps, mais on voit que le type 2, là, il dépasse un tout petit peu. Ben oui, le type 2, c'est par lequel on met à disposition des étudiants des ressources sous forme multimédia. Je le représente ici. Quelque chose qui nous a étonné, c'est cet effondrement, là, dans l'appel logique, du type 4. Alors, on a eu du mal. Merci, le type 5. On a eu beaucoup de mal à voir pourquoi. La raison, je ne peux pas m'étendre, c'est que les types 4 et 6 sont deux types dans lesquels les composantes à distance sont très fortes. Le type 4 utilise les mêmes paramètres, mais avec une composante en présence très forte. Ce qui voudrait... Oh là là, le type 5 a une composante en présence très forte, ce qui voudrait dire que l'étudiant ressent davantage d'effets sur l'apprentissage dans un cours qui se donne avec un bon pourcentage à distance que dans un cours en présence. Et c'est mon expérience avec d'autres, avec Christophe, des collègues. Nous avons mis en place des formations quasiment entièrement en ligne et à chaque session, il y a 2 ou 3 étudiants sur 20 qui nous disent « Mais enfin, c'est extraordinaire, hein. Il y a encore plus de présence dans la distance que dans la présence. » Ça dit des choses sur les formes de notre enseignement et ça dit aussi des choses sur l'évolution du métier d'enseignant, comme je disais, qui va devenir scénariste. Ça ne veut pas dire qu'on doit mettre les étudiants dehors, hein. Ça veut dire qu'on doit s'occuper davantage d'eux en présence, que la distance est une opportunité de revoir la présence. Les étudiants, je passe rapidement là-dessus pour vous donner des grosses différences que nous avons remarquées sur les interactions. Les enseignants étant enclins à dire « Oui, nous avons beaucoup d'interactions avec les étudiants », et les étudiants répondaient « Mais non, on n'a pas tellement d'interaction avec le professeur, c'est surtout avec les autres étudiants que nous avons de telles interactions. » Je devrais évidemment m'étendre sur ce graphique, mais encore une fois, vous voyez ici l'effet sur les interactions en rouge par les enseignants et en bleu par les étudiants, avec de nouveau des grandes différences dans les types 4 et 6 et beaucoup moins de différences dans le type 5 qui a une forte composante en présence. C'est terrible, les humains. Ils arrivent à faire plus d'interactions maintenant ressenties par la personne qu'en présence. Eh oui, tout dépend de ce qu'on entend la présence. Si ce que nous faisons maintenant, à part vos regards que je sonde, nous n'avons pas vraiment beaucoup d'interactions. Alors, très vite, le développement professionnel des enseignants. Nous avons travaillé différents types de postures professionnelles, vous connaissez, et parlé un petit peu tantôt, les différents modèles de postures professionnelles que le professeur aborde. C'est un questionnaire qui a été de nouveau donné à 179 enseignants et des entretiens qualitatifs, personne à personne, avec 60 enseignants qui ont été sélectionnés dans nos différents types. Alors, on a travaillé sur les postures. Ici aussi, je dois aller très vite, mais vous devinez, vous le feriez à ma place, des postures plutôt centrées sur l'enseignant, sur les ressources, etc., et des postures beaucoup plus centrées sur l'apprentissage, mais avec un pilotage par l'enseignant, ou des postures apprentissage, mais c'est l'étudiant qui doit faire preuve d'autonomie pour se lancer dans le travail. Les résultats, de nouveau, sont sans équivoque.
les plus hauts taux de perception des facteurs d'apprentissage portent sur l'enseignant, en rouge, l'enseignant formateur, mais au sens fort du mot, qui reste quand même centré apprentissage. Et le deuxième, c'est le violet ici, en tout cas pour les types 4, 5, 6, c'est centré sur l'apprentissage, mais sous contrôle de l'étudiant. Vous avez entendu les mots, ce sont des pédagogies centrées sur l'activité de l'étudiant et ces choses-là. Donc, on retrouve bien ces éléments qui nous avaient été dit par les enseignants sur les postures qui ont été adoptées. Alors, je termine en 1 minute sur les conditions et effets institutionnels. Je dis bien les conditions. Qu'est-ce que l'institution doit mettre en place, etc. Et là, pour cette partie, nous avons surtout travaillé avec des interviews qualitatives auprès de responsables de l'enseignement, en France des CVU, des responsables de l'apprentissage, de la vie étudiante, des prorecteurs à l'enseignement, à la formation, que sais-je. Et nous avons travaillé essentiellement, non pas le niveau environnemental et organisationnel, mais surtout institutionnel au niveau du leadership, par exemple. Donc voilà un peu les personnes qui ont été sondées sur ce point. De nouveau, comme avec les étudiants, nous avons interviewé simultanément dans les mêmes institutions des responsables et des enseignants pour voir un tout petit peu les différences de discours. Alors, qu'est-ce qui ressort? Et c'est ma dernière dia. Un manque de vision. Alors évidemment, quand vous dites ça aux autorités, elles sont « Oh non, c'est pas vrai ». D'ailleurs, regardez comme je parle bien du numérique et mon discours de rentrée et tout. Manque de vision quand même. Ils le pensent, quand on discute avec eux, oui, ils nous parlent de l'importance du numérique, des compétences et tout, mais les enseignants ne le savent pas. Et donc, il n'y a pas de communication de la vision. Une autre chose qui était terrible, qui revenait dans presque tous les discours, tout le monde attend. Les responsables nous disent, oui, mais vous savez, avec les décrets, ces choses-là, on attend des directives du ministère, de la région wallonne, de l'Union européenne, et les enseignants attendent une vision claire. Donc, vous voyez, on est dans une sorte de système un tout petit peu autobloquant. Par contre, ils sont tous assez d'accord sur les impacts possibles. Les technologies, vous connaissez mon discours, sont un potentiel, mais c'est dans l'activité des hommes, des enseignants, des enseignantes qu'ils vont se mettre en route. Et alors aussi, et ça c'était intéressant, chez les enseignants et chez les autorités, l'importance que les enseignants soient évidemment accompagnés dans ce genre de choses. Eh bien voilà. Je vous donne quand même l'adresse du site, vous allez voir si vous avez envie. Vous trouverez... Non, il y a une chose intéressante, il y a un test d'auto-positionnement. Ah, continue. Allez, vas-y. Donc si vous allez sur le site, il y a tous les résultats, les publis, mais vous avez aussi un test d'auto-positionnement. Si vous testez un dispositif pour savoir dans quelle dimension, etc., vous pouvez le situer, donc ça va vous remettre sur les radars. C'est assez amusant, c'est un petit quiz sur les 14 composantes que j'ai citées. Alors il vous dit, vous êtes de type 3. Et vous avez, vous allez aller voir alors qu'est-ce que c'est le type 4, le type 5, etc. Et vous avez aussi des interviews d'enseignants qui racontent leur dispositif appartenant au type qui vous ressemble. Hein, soyons sérieux. Je ne crois pas qu'une typologie, je dis ça souvent à mes étudiants, ce soit des tiroirs étanches. On est dans le tiroir 2 ou dans le tiroir 3. On est généralement un mélange de ces 6 types avec des densités. Et d'ailleurs, l'outil d'autopositionnement va vous dire, vous êtes de type 4 à 60%, de type 2 à 20%, etc. Et si vous êtes type 1, vous venez nous voir. Oui, nous faisons des consultations sans problème. Il n'y en aura pas beaucoup, vous êtes ici, c'est déjà un élément. Merci beaucoup. Comme il a fait très vite, j'ai 21 minutes à mon chrono, tu peux nous remettre la slide précédente? La slide précédente. Sur tout le monde attend. Voilà. Bien, depuis l'étude, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Je sais pas si vous avez suivi un peu cet été 2012. Il y a nos amis américains qui ont sorti un truc qui s'appelle Coursera. Et ça a quand même secoué. Alors moi je suis français, donc je suis en Belgique, donc je peux
ce qui se passe chez nous, je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Terrible. Et ça a quand même, secoué, entre guillemets, les institutions qui n'attendent plus, qui veulent faire quelque chose. Donc le discours a un peu changé. Alors, il faut qu'on fasse quelque chose, on ne sait pas quoi, mais ils veulent faire quelque chose. Donc il y a cette injonction concurrentielle forte, hein, parce que 3 millions d'abonnés, d'inscrits, 8 millions de chiffre d'affaires, parce qu'on fait tout simplement des chiffres, de chiffre d'affaires sur un dispositif en ligne au niveau mondial. Là, il y a quand même quelques présidents, d'universités, quelques vice-présidents au ministère qui disent là, il se passe quelque chose au niveau il faudrait que ça bouge, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Bon, après, Alors, par rapport à ça, je sais que Nicolas est en train de me filmer, mais tant pis. Ah oui, c'est filmé. Je vous dirais ceci. Tout d'abord, mon premier sentiment a été un sentiment d'irrationnel absolu. Ça me fait 10 ans, 20 ans, mon Dieu, qu'on me dit il faut promouvoir les pédagogies actives par problème, par projet, les travaux de groupe, enfin, vous connaissez tout ça très bien. Et puis tout à coup, excusez-moi, mais il y a des oiseaux américains qui filment des cours plus magistraux que ça, il n'y a pas possible. On le met sur Internet et on crie au génie. Et on me dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans Coursera? Alors ça, c'est le premier. C'est le premier niveau. Moi, je travaille à plusieurs niveaux, je suis là. Le deuxième, ben, c'est ce que je vous ai dit. Le fait que c'est savoir, quelque part. Et bien sûr, c'est en anglais maintenant, et bien sûr, c'est des Américains. Vous n'en faites pas, l'Europe va s'y mettre. Mais le fait que ces savoirs soient sortis quelque part de la classe, de l'institution, fait que les enseignants vont commencer à s'interroger, et les institutions, sur qu'est-ce qu'on va faire en présence. Et donc, je pense, contrairement à ce que j'ai dit dans la première position, que ces MOOC, comme on les appelle, les les Massive Open Online Courses, sont vraiment une opportunité, par exemple, pour faire des classes inversées. Vous allez suivre telle vidéo et ensuite au cours, on travaille sur vos commentaires, vos débats, on restructure, etc. Et donc on va faire nécessairement des activités. Sinon, mesdames, messieurs, c'est ce que j'ai dit, l'enseignement magistral disparaîtra et sans doute les campus en même temps. Ça va un peu plus loin que ça. On voit apparaître un nouveau niveau de certification. C'est-à-dire que pour l'instant, on raisonnait, surtout en France, je ne suis pas obligé, par rapport au diplôme. Si tu n'as pas ton diplôme, il faut absolument à la fin du diplôme, c'est le diplôme qui sert de référence. Et là, ce qu'on voit dans le MOOC, je vais aller chercher une compétence sur le développement Java. Je vais aller chercher des informations sur... Et donc, c'est plus, j'ai picoré. Alors, picorer, c'est peut-être pas le temps. Je vais aller chercher ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin sur une courte durée. Et j'ai un petit badge, j'ai un petit certificat, un petit machin, un petit truc que j'aurais payé, qui va montrer que j'ai fait ça. Ouais. Et donc, on fait en quelque part sauter cette notion de diplôme pour aller chercher sur des notions vraiment de compétences en informatique. Je vais chercher ce qui m'intéresse au moment où j'en ai besoin. Et donc ça, je pense que ça fait bouger aussi les lignes sur ce... Et le portfolio, l'idée d'avoir des proof of evidence qu'on a suivi tel cours. Et parfois, en extrapolant, je me dis, et qu'est-ce qu'on va faire dans 10 ans quand un étudiant va arriver chez l'institution en disant, voilà, dans le programme de bac, il y a tel cours, tel cours, tel cours, voilà tous mes certificats. Oh, mais vous n'avez fait que suivre des cours et remplir des assignments, des exercices. Ben oui, mais dans l'enseignement normal aussi. Ah, et vos certificats, ils sont du MIT, de Harvard. Est-ce qu'on va lui donner son diplôme? Et c'est une vraie question. Ah oui. Ça, je te dis. Mais on se pose des questions et on y répond nous-mêmes. On fait des causeries. On est habitué. Vous n'avez pas des questions? Oui. Oui. Si. C'est le temps, non, je dis c'est le temps des questions. Ah, c'est le temps des questions. C'est le temps des questions parce qu'on a 5 minutes de questions. Oui. La pratique dont vous parlez d'aller chercher sur le net, etc., des informations, vous savez plutôt au niveau formation continue après une formation initiale ou déjà à le moment de la formation initiale? Les pratiques que j'ai, donc ce dont je parle, je fais ça depuis quelques années, en particulier les classes inversées. Alors quand on dit aller chercher des informations, ça évoque tout de suite toutes sortes de démons, ils vont tomber sur des informations pas correctes. Non, on peut très bien leur donner 3 sites à visiter, un article à lire, etc. Moi je fais ça en bac, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que c'est de cette histoire que
que des étudiants qui ont déjà eu 12 ans de scolarité minimum ne vont pas faire, non, ils ne vont pas regarder les vidéos, ne vont pas participer, non, mais c'est la prophétie acquise. On n'arrête pas de dire qu'ils ne vont pas, ils ne font pas. Et en plus, le professeur se contente bien souvent, peut-être pas chez vous, mais bien souvent de redire la transmission, les étudiants adhèrent au système. Et ce que je peux vous dire pour renforcer ce point, on pense souvent que les flipped classrooms, les classes inversées ont été inventées dans le supérieur. C'est faux. Elles ont été inventées dans l'enseignement secondaire chez des profs de chimie qui en avaient marre de faire des cours de chimie où la distance entre le menton et la table diminuait au cours du temps. Et ils ont décidé de mettre une petite présentation d'équilibre d'une réaction, une petite expérience, etc. sur vidéo. Et quelques jours après, ils se sont rendus compte que les élèves entraient en classe en discutant des vidéos. Et là aussi, il y a quelque chose qui a changé, c'est-à-dire qu'on disait dans l'enquête des profs attendent, et maintenant on a des exemples. Je ne sais pas si vous êtes allé sur la Khan Academy, c'est des cours de maths, c'est tout pourri les vidéos. Enfin, d'un point de vue qualité, vidéo, film, machin. C'est un gars qui écrit sur une tablette.com, enfin, c'est pas Hollywood, quoi. Il a fait plus de 200 millions de connexions. Et quand on montre ça aux profs, on dit, vous voyez, c'est rien à faire. On peut avoir du succès, de la reconnaissance mathématique, c'est rien à faire. Techniquement, il n'y a pas besoin d'avoir un studio virtuel, un machin, une équipe de 5 personnes, mobilisée 6 mois à l'avance, avoir des budgets. Vous êtes chez vous, vous prenez un logiciel et puis vous dites ce que vous avez envie de dire, c'est scénarisé. Ce qui est important, c'est ce que vous allez mettre dedans. C'est pas comment vous allez le faire, parce que maintenant, c'est assez facile à faire. Et ça change ça fait sauter une barrière, parce que les profs, ils avaient, pas tous, hein, il y a ceux qui vont, ils s'en foutent, mais la majorité se dit, ah ouais, mais il faut une équipe, il faut que je fasse un dossier, ben là, techniquement, un gars tout seul, vous téléchargez, vous l'installez, vous le faites. Et vous pouvez diffuser, sans l'institution, sans ceci, sans cela. Et ça fait sauter, j'ai l'impression que ça fait sauter quelques barrières psychologiques, en disant, il faut que j'ai un travail de qualité, il faut que je passe des mois pour faire 1 minute de vidéo, patati patata, et ben c'est plus le cas. Et vous allez sur internet, vous fouillez un peu, vous allez trouver énormément de profs avec leur smartphone en train de faire des petits tableaux, des machins. Et les étudiants qui utilisent pour filmer, moi j'ai mes étudiants, ils font des, comment on appelle ça, des micro-trottoirs dans la rue, ils ont leur smartphone, ils ne s'embarrassent pas de caméra et de studio en régie, ils viennent au cours présenter les avis qu'ils ont récoltés. Bah, ce sont des classes inversées, ils préparent le savoir avant et on en discute pendant le cours. Un autre point, c'est que c'est vrai que j'ai été un petit peu des personnes qui faisaient la promotion de ça. Les méthodes actives, pédagogie par problème, par projet. Et le professeur disait souvent, oui, mais moi j'ai des savoirs à transmettre, etc. Et maintenant, ben ça y est, les savoirs, ils sont transmis, qu'est-ce que vous allez faire? Et je pense que ça aussi, parce que ça nous libère, le mot n'est pas bon évidemment, mais de ces tâches répétitives, fastidieuses, et je vous jure pour le faire, pour faire des choses quand même beaucoup plus intéressantes avec les étudiants, mais le professeur est toujours là pour mener le débat, sinon ça part partout, on est dans de la divergence, pour faire des synthèses des propos exprimés, bref, pour être le piqué dans le champ de liberté. Le référentiel, etc. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Oh bon. Quand tu dis le prof, tu dis ouais, tout est transmis. Le prof, il ne le sait pas. C'est-à-dire que la majorité des enseignants n'ont pas cette culture du numérique. L'anecdote, la semaine dernière, j'étais à une conférence, et puis il y a un prof de physique qui dit, on parlait de YouTube, sur la diffusion des vidéos, puis mais sur YouTube, il n'y a rien. Putain, je le regarde et wow, je dis, il y a encore 10% des gens qui croient que la Terre est plate. En étant ignorant, on dit des conneries. Donc là, venez d'en dire une. Je suis encore fait un copain. Mais les gens n'ont pas cette culture-là. Et ça, enfin, les enseignants, je dis pas tous, mais en majorité, ils n'ont pas cette culture-là. C'est pas leur culture. Ils ont une culture livresse, ils ont une culture de communauté, de leur communauté scientifique. Mais la culture numérique, ils ne savent pas ce que c'est. Et donc ça, il y a un gap quand même à franchir. Il y a quand même ce palier-là. Et donc, notre rôle à nous, c'est d'aider les enseignants à au moins avoir une vision de cette culture, de cette ouverture d'esprit, voilà. Et pour dire que tous les savoirs sont transmis, il faut qu'ils le sachent. Oui. On va laisser parole au monsieur. Monsieur? Je voulais dire, ici on a une démonstration que la scène c'est encore de l'avenir.
Je ne crois pas du tout aux armes de destruction massive qui disent que la scène va disparaître, puisqu'on voit qu'on a 11 acteurs, les gens se déplacent pour venir les voir, ils ne vont pas que regarder le milieu de... Oui, mais ils nous voir parce qu'on a fait des scènes sur YouTube et tout comme ça aussi. Moi, je suis pas... Donc, moi, je suis très, très sensible au fait que c'est une opportunité. Voilà. Ces outils qui sont là, c'est une opportunité incroyable pour faire d'une autre manière le métier. Mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens ici dans la salle qui sont d'accord de se faire opérer par un chirurgien qui aurait acquis tous ses crédits sur Coursera. Et voilà, on parle de chirurgien, on parle de juriste. Ça s'appelle pas Coursera, vous allez sur un système qui s'appelle WebSurg. Je ne sais pas si vous faites WebSurg, www.surg.com. Et toutes les formations sont faites à distance, entièrement à distance, c'est la chirurgie du boyau, je connais rien. Et donc, il y a énormément de computers. Par exemple, faire TP. On a des simulateurs patients, mais c'est quand même pas. Non, il y a une semaine de TP par an et il passe le diplôme. Il ne faut pas aller dans les extrêmes. Chimiste, physicien, que sais-je. Il y a on prône quand même l'expérience de terrain, comme Marianne l'a dit, et ça, on ne parlera pas sur le Coursera. Donc je crois que c'est vraiment une opportunité et que les enseignants supérieurs ont toujours C'est ce que dit Marcel, ça donne l'occasion de donner un autre sens aux très anciens. On va donc je voudrais Et j'ai juste madame là qui fait mais on va donner la parole, mais juste préciser les questions. Excusez-moi, les questions qui posent débat, vous avez reçu une feuille et donc pour chaque communication, vous pouvez poser vos questions ou répondre à la question qui est posée. Plus de questions si on fait sauter une intervention du public. Non, mais oui, si vous voulez prendre une question de plus, On va faire plutôt. Oui, on peut maintenant. Ouais. On peut faire nos questions. Je déjà savais ça. En termes de bonne pratique d'évangélisation, parce qu'en fait, l'impression que j'ai, c'est qu'on a ici, tout le monde est convaincu, donc on a des souvent dans les salles, tout le monde est convaincu qu'on utilise ce genre de choses, mais on est confronté à un certain nombre de collègues qui en sont pas convaincus du tout. J'ai l'impression que ce qui a changé par rapport à il y a quelques années, c'est qu'il y a quelques années, ils savaient qu'ils ne savaient pas. Maintenant, ils ont l'impression qu'ils savent. Et en fait, ils ont commencé à rentrer un petit peu dans les réseaux sociaux. Et ils ont, quelque part, il n'y a plus quand on parle de nouveaux outils et autres, c'est l'utilité qui en fait assez le message. Et on a, j'ai eu un exemple caricatural récemment, c'est un collègue qui m'a demandé de l'expliquer, mais comme s'il avait une maladie en dessous, il aurait dit, voilà, je peux en parler, mais j'aimerais quand même que tu m'expliques, parce que j'ose plus demander à personne. Et donc, je crois qu'en termes d'évangélisation, il y a d'autres techniques, parce qu'en fait, tout ce qu'on a essayé jusqu'à présent, pour convaincre nos collègues de faire, globalement, ça marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, difficilement, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que. C'est un exemple de bonne pratique. Déjà, oui, il y a plein de dispositifs qui font du bruit sur les réseaux sociaux. On parlait de Coursera, on parlait de la Khan Academy. Vous allez sur les conférences telles, des classures ceci ou tel. Déjà, quand on monte ça, prenez un prof en 10 minutes, il dit c'est quoi, gna gna gna. On passe 10 minutes, on lui montre ça, déjà, il commence à se poser des questions. Même les moins convaincus disent oui, mais moi je ne peux pas faire ça, mais c'est trop compliqué, ça existe déjà. Donc on peut montrer des choses comme ça. On peut aussi montrer des choses de proximité. Nous, dans notre établissement, on a plein d'étapes de profs dans différentes matières qu'on fait des choses. Donc on leur montre les pratiques des autres. Donc là c'est pareil, ils peuvent ensuite aller les contacter, cette proximité, les liens de proximité qu'ils peuvent avoir. Donc nous on s'appuie beaucoup sur les pratiques déjà faites qu'on a suivies ou qu'on a repérées. J'aime bien aussi, par manière de faire intervenir des gens de l'extérieur et montrer ça. Moi je fais pas mal de veille dans des nouveaux salons par exemple. J'aime bien aussi choquer les profs. C'est la question de mon bureau, il faut qu'ils soient un peu bouleversés à différents niveaux. Et l'école de demain, qu'est-ce que ça sera? Vraiment quelque chose à 10-20 ans, par exemple, d'en dire, voilà, peut-être dans 10 ans, ce sera des robots qui seront à la place de vos étudiants. Il y a des endroits, des pays où ça existe déjà. Le robot éducatif, c'est 10 milliards de dollars dans 5 ans, au chiffre d'affaires, au niveau mondial. Donc il y a des choses comme ça, les classes virtuelles, tout ce qui est pédagogie par simulation, des choses qu'on ne voyait pas. La simulation, avant, c'était réservé aux cockpits d'avions, aux centrales nucléaires, aux sous-marins nucléaires. Maintenant, la simulation, ça rentre de plus en plus dans nos universités, dans différents métiers. J'ai failli brûler il y a 2 jours, j'étais dans l'école des pompiers, ils ont des grands bâtiments de 3 étages, ils mettent le feu où ils veulent, ils envoient les pompiers, tout est simulé, tout est maîtrisé.
En médecine, on a nous des mannequins, on peut tout leur faire, c'est des robots, on peut éduquer. Donc il y a des nouvelles pédagogies, il y a des nouvelles. On va montrer tous les savoirs qui existent. Eux-mêmes, ils sont dans leur domaine en physique, il y a plein de choses qu'ils font. Enfin, même s'il est expert dans son domaine, il ne discute pas tout.